Ok, donc je disais, donc LaboMep c'est pas optionnel et jusqu'à présent il y a encore des élèves qui ne sont pas du tout connectés, qui n'ont pas commencé. Donc Thomas, Emmanuel, Gabin, Amy, Lucien, Quentin, Guillaume et Mathis. Même ça c'est pour la séquence 1, c'est des élèves qui n'ont même pas fait la séquence 1. Il y a maintenant 3 séquences d'exercices. La séquence 1 c'était sur les limites de fonction. Donc vous avez obligation et jusqu'à présent j'avais pas limité dans le temps. Mais maintenant, c'est limité dans le temps et je viens de le renseigner dans Pronote. La séquence 1 sur les limites de fonction, c'est à faire au plus tard vendredi à 22h. Il faut le faire avant vendredi 22h. La séquence 2 qui est sur la loi binomiale, donc il y a encore beaucoup plus d'élèves qui ne l'ont pas fait, mais je ne vous l'avais pas limité dans le temps. Donc je ne vais pas redire la liste des élèves parce qu'il y a la moitié de la classe qui ne l'a pas fait. C'est à faire avant dimanche 6 décembre à 22h. Donc le dimanche qui vient. Donc il faut que vous trouviez un petit moment pour le faire. Ça fait partie de votre travail. Donc c'est limité dans le temps, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dépasse le temps, vous ne verrez plus la séquence, vous ne pourrez plus la faire. Et moi, je verrai le travail qui a été fait ou pas fait. Et la dernière séquence que j'ai mise, c'est sur des dérivés, calculer des dérivés, soit des dérivés de première, soit des dérivés, je l'ai mis en Pronote là, je viens de le renseigner en Pronote, soit des dérivés qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire avec les composés de fonctions. Et ça, c'est à faire avant mercredi prochain, 22h, c'est-à-dire le 9 décembre. Donc, je ne vous le redirai pas à chaque fois. Les secondes et les premières, ils ont une note d'assiduité. C'est-à-dire qu'en gros, j'évalue la capacité à faire son travail et puis après, ils auront une note fin de trimestre. Pour vous, ce n'est pas la même chose. Je ne vais pas vous mettre une note d'assiduité. Par contre, si je vois que des élèves ne font pas le travail que je demande sur LaboMep, dans ce cas-là, vous serez sanctionné. Ça vous coûtera des points, ça vous coûtera quelque chose. C'est vous faites votre travail, je regarde si c'est fait. C'est de l'entraînement et vous avez besoin de vous entraîner. Je sais que vous avez beaucoup de travail et que c'est une année intense, mais c'est comme ça. Ça complète un peu le travail qu'on peut faire. C'est du travail qu'on fait en autonomie qui ne nous prend pas du temps sur les temps de cours où il faut qu'on avance et vous savez qu'on est très... Donc je compte sur vous là pour être rigoureux. Il y en a qui le sont, qui ont déjà fait les 2 premières séquences, donc c'est bien. Mais voilà, vous continuez à travailler. Les autres, je compte sur vous pour rattraper. S'il y a des problèmes de mots de passe, parce que les mots de passe que je vous avais envoyés individuellement à chacun, ils étaient, je pense, pour certains limités dans le temps. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, ils sont plus valables. Donc il va falloir m'envoyer un mail pour me dire moi, vous pouvez me renvoyer des identifiants, je vais vous recréer des identifiants et des mots de passe pour que vous puissiez vous connecter. Et à la première connexion, vous changez votre mot de passe. La problématique de LaboMep, c'est qu'il faut souvent des réponses qui sont un peu formatées. Donc on vous explique comment elles doivent être écrites, les réponses, lisez bien les consignes. Il y a des ratés, mais je ne vous évalue pas sur les pourcentages de réussite. Je vous évalue que sur le fait de vérifier que vous faites votre travail. S'il y a des problèmes, vous avez mal écrit la réponse, il vous le compte faux, mais vous voyez bien que vous avez la bonne réponse par rapport à ce qu'on vous propose, voilà, c'est pas très grave. L'important, c'est que vous ayez compris ce qu'il fallait faire. C'est pas moi qui les ai fait, ces exercices. Ça veut dire que sur les rédactions, sur les manières de faire, je peux ne pas faire exactement pareil. Donc vous pouvez me poser les questions après en classe, me dire est-ce que moi j'avais fait ça, est-ce que ça c'est bon ou pas. Ça fait partie de vos travail à faire en autonomie. Tu avais une question, Léo? Je te l'ai marqué, je t'ai dit la première séquence, c'est vendredi à 22h. D'accord? N'oubliez pas, je ne sais pas s'il y a des internes dans la classe, que vous avez un ordinateur de la région, que vous pouvez vous connecter au Wi-Fi maintenant du lycée en vous connectant avec les identifiants classiques de Magré, quand vous connectez aux ordinateurs. Donc il n'y a plus d'élèves qui peuvent me dire j'ai pas d'ordinateur ou j'ai pas de connexion Internet. Vous devez tous avoir un ordinateur, une connexion Internet, et donc soit pendant des heures d'études, soit entre midi et 2, soit le soir chez vous, soit le week-end, il faut trouver un moment pour faire vos exercices sur LaboMep. Ça fait partie de votre travail à faire en plus du reste. Je suis disponible pour répondre à toutes les questions. Il y a des élèves qui me posent des questions, qui me demandent des choses, je le fais. Donc chacun doit pouvoir le faire. Allez, on en termine avec ça. On va commencer à travailler un petit peu. Après, on fera une petite pause où je vous distribuerai les fiches et vous ferez la vérification. Et ouais, tu peux me l'apporter, merci. Et voilà. Ok. Donc, allons-y pour
Donc on va commencer la partie courbe. Je ne vous avais pas donné de dérivée à faire pour aujourd'hui. Non. Donc, on va rajouter. Donc c'est là où j'éteins, j'allume l'ordi, j'éteins le, etc. Ça va être... Alors, je suis désolé, hein, on va être un peu dans le noir. Mais on n'a pas trop le choix, sinon c'est pas regardable. Et l'idée, c'est de maintenant parler de rajouter une formule qui est encore plus générale, c'est donc la dérivée d'une fonction composée, de la composée de deux fonctions. Alors, je vous l'ai présenté sous la forme la plus simple possible, hein, sous la forme encore d'un tableau avec une formule, mais il va falloir qu'on rajoute quand même des petites explications sur, en particulier, les ensembles de dérivabilité. Dans ces cas de fonctions composées, là, j'ai quasiment rien mis, mais il va falloir qu'on en parle. Donc, l'année dernière, je vous rappelle que l'année dernière, on avait une formule de composée, je la redonne, c'était la composée d'une fonction qui s'écrivait comme ça, qui a x associe h de ax plus b, et ça veut dire que c'était la composée d'une fonction h quelconque et d'une fonction affine, ax plus b. Et on avait vu que si une fonction f était la composée d'une fonction h et d'une fonction affine, sa dérivée, donc f' de x, c'était petit a fois h' de ax plus b. C'était ça la formule. Que je ne vous ai même pas remise, je vous l'ai dit, parce qu'on va avoir une formule ici plus générale. Donc, d'abord on regarde, il y avait le petit a qui était ici en coefficient, c'était le coefficient de petit x, hein, dans la dérivée. Ici, ensuite, on multipliait par la composée de la dérivée de h avec la fonction affine. C'était ça la formule. Je vous montre un exemple. On pouvait dériver, par exemple, si je vais faire le simple, si on avait exponentielle de 3x plus 5, c'est la composée de la fonction exponentielle et de la fonction affine 3x plus 5. Et donc, on pouvait dériver cette fonction en disant, finalement, le petit a, c'est le coefficient 3 de 3x plus 5, donc ça va être 3, fois la dérivée de h ici, c'est la fonction h, c'est la fonction exponentielle. Or, la dérivée de la fonction exponentielle, c'est elle-même, donc c'était encore exponentielle. Et on remettait exponentielle de quoi? De x plus b, donc de 3x plus 5. La dérivée d'exponentielle de 3x plus 5, c'était 3 fois exponentielle de 3x plus 5. Attention, la dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x, mais ça, ce n'est pas exponentielle de x, c'est l'exponentielle d'une fonction infine. Ok? C'est pour ça que c'est pas... Il n'y a que l'exponentielle toute seule, l'exponentielle de x toute seule, qui est égale à sa dérivée, pas exponentielle de 3x plus 5. Bien, donc ça c'était la première chose. Mais c'était très limitant finalement, parce qu'il fallait absolument que la deuxième fonction qui était dans la composée soit une fonction affine. Or, évidemment, habituellement, on peut avoir des choses plus compliquées. Vous voyez ma... Essuie. Ah oui, merci. Et donc, par exemple, quand est-ce que ça ne marche pas, là, quand est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette fonction? Il suffit d'avoir un petit carré ici. Et là, ça y est, ça ne marche plus, cette formule-là. Puisque là, c'est la composée de la fonction exponentielle et puis une fonction qui n'est pas affine. Ok, alors quelle est la formule générale de la composée de deux fonctions? Alors là, j'ai écrit G rond U. D'accord? Donc là, vous savez que ce rond-là, c'est l'opération qui s'appelle la composée de ces deux fonctions. C'est l'idée, quand on écrit G rond U, je vous rappelle, c'est l'idée qu'à x, on associe G de U de x. C'est ça, hein, la composée. Autrement dit, il se passe, on applique d'abord la fonction U à x, ça nous donne U de x. Puis on applique la fonction G à U de x, et ça nous donne G de U de x, composée de deux fonctions. Que nous dit cette formule-là? Que la dérivée de G rond U, c'est U' fois G rond... Ah, il y a une erreur. Déjà, il y a une erreur, excusez-moi. Il manque un prime, là. Donc, à corriger, très important. Il manque un petit prime, c'est U' fois G' rond U.
déjà, si la formule est fausse, on est bon là. Alors, et d'ailleurs, pareil, hein, dans ma démonstration, enfin pas dans ma démonstration, dans mon écriture là, il me manque encore le prime là. Ok, donc on va regarder un petit peu, on va faire un exemple. On va faire plusieurs exemples. Donc, et après on va parler de l'ensemble de dérivabilité. Donc premier exemple. Donc les exemples, hein, vous pouvez les mettre en dessous, hein, même si on va voir les cas particuliers. Pour l'instant, je voudrais qu'on regarde des exemples avant de regarder les formules générales. Si par exemple, f de x, c'est égal à... Je vais prendre un exemple simple. Les exponentielles et simples... Ah, c'est peut-être pas une bonne idée de prendre exponentielle. Je vais prendre... on n'a pas beaucoup de formules. On peut prendre racine carrée de... moins 2x carré plus 4. Je ne m'intéresse pas encore à l'ensemble de dérivabilité, sur quel ensemble cette fonction est dérivée, etc. On veut juste dériver cette fonction. Pour dériver cette fonction, il faut bien s'apercevoir que c'est bien la composée de fonctions. D'accord? C'est bien du g rond u de x avec que vaut u de x et que vaut g de x. U de x, c'est... Qu'est-ce que vous mettriez dans U de x? U de x, c'est moins 2x carré plus 4. Hein. Et g de x, c'est la fonction racine de x. On compose la racine carrée avec cette fonction polynôme du second degré. Elles sont imbriquées l'une dans l'autre. Elles sont composées. C'est pas une... Vous voyez bien hein, qu'on ne fait pas une multiplication entre les deux, on ne fait pas une division, on ne fait pas une soustraction, etc. On les compose, on les imbrique l'une dans l'autre. C'est un peu ça l'idée. Ok. Donc, que vaut f' de x, qui me donne la dérivée de f' de x? Qui veut essayer? Allez. On a la formule générale, il n'y a plus qu'à l'appliquer. Alors, on a besoin de connaître quoi pour pouvoir faire la dérivée? Regardez. On a besoin de u' et on a besoin de g'. Peut-être que, là, comme on fait on donne les explications, on peut peut-être donner u' de x et g' de x. Que vaut u' de x et que vaut g' de x? Et ça, ce sont des dérivés de fonctions de référence. On doit savoir les dériver. Dérivée de moins 2x carré plus 4. Qui me la donne là? Dérivée de moins 2x carré plus 4. Oui. Moins 4x, exactement. C'est moins 2 fois la dérivée de x carré, c'est-à-dire moins 2 fois 2x. Ça fait moins 4x. Et la dérivée de 4, c'est 0, donc moins 4x. Dérivée de racine carrée de x. 1 sur 2 racine de x. Ok. Avec ces deux dérivés, vous n'aurez pas à les écrire à chaque fois. Mais maintenant qu'on les a, on sait qu'on va les utiliser dans la dérivée de la composée. Donc, là, on peut écrire ce qui est f' de x. Guillaume, c'est toi qui me dictes. Qu'est-ce que je vais écrire? Oui. Ok, sauf qu'on n'écrira jamais ça comme ça. Vous ne pouvez pas mettre un rond comme ça, l'opération, comme je l'ai écrit ici, parce que c'est ça que on comprend, tu fais ça. Mais là, il n'y a pas écrit g' de x rond u de x. Il y a écrit g' rond u. Ce sont les fonctions qu'on compose. Quand tu écris g' de x et u de x, ce n'est pas les fonctions, c'est des nombres, c'est les images. Or, la composée n'est pas une opération entre des nombres. La composée est une opération entre des fonctions. Mais je sais que vous avez du mal à faire la différence entre g et g de x. Pour vous, c'est la même chose. Vous avez l'impression qu'on parle de la fonction. G de x, c'est un nombre. Donc ça ne voudrait rien dire. Et donc, je vous l'ai écrit ici. Je l'ai effacé. Mais quand vous écrivez
G' rond U. Si tu veux voir ce que c'est pour X, ça c'est G' de U de X. Ça s'écrit comme ça, c'est-à-dire que ta fonction U, et donc ton U de X, ton image U de X, devient la variable de ta fonction G'. Donc ce n'est pas, regardez bien, ça ne marche pas du tout. C'est pas 1 sur 2 racine de X rond, c'est, il faut composer G' avec U. Ça veut dire que la variable de, ça c'est ton G', mais tu changes ta variable, donc ton petit x de ta fonction G' de X, tu changes ta variable par U de X, c'est-à-dire par moins 2x carré plus 4. C'est pour ça que ça fait plutôt 1 sur 2 racine de moins 2x carré plus 4. Et tu vois, ça c'est la composée de G' avec U de X. Ok? Donc il n'y aura jamais de rond écrit dans vos formules de dérivée. Il y aura juste des fonctions imbriquées les unes dans les autres. Je peux les laisser là, ou on peut aussi simplifier par... On peut l'écrire peut-être une étape de plus. N'oubliez pas que les dérivés, vous allez les utiliser après. Donc ça, on peut plutôt l'écrire. Simplification par 2. Donc, moins 2x sur racine de moins 2x plus 4. Moins 2x au carré plus 4. D'accord? Ce serait ça, l'expression de notre dérivée qui nous convient. Ok. Alors, ces composés, on en rencontre très fréquemment. Il y en a beaucoup de composés de fonctions. Dès qu'on veut avoir des fonctions qui modélisent des phénomènes un petit peu plus compliqués, il y a des fonctions composées. C'est rare, c'est pas toujours des sommes, des produits, etc. Et donc, cette formule-là, elle est très utile. On a besoin de dériver des fonctions composées fréquemment. Mais, en fait, puisqu'on les utilise fréquemment, on peut s'intéresser à des cas particuliers de composés qui arrivent fréquemment. Par exemple, avoir la racine carrée d'une fonction, c'est une composée. Et comme on l'utilise super fréquemment, on apprend une formule par cœur directement, qui est la dérivée de racine de U. Au lieu on pourrait n'apprendre que la dérivée de G rond U à chaque fois, mais souvent, vous connaissez les dérivées, qui ne sont pas très compliquées, de quelques composées fréquentes. Racine de U, exponentielle de U, cosinus U, sinus U. Pour l'instant, c'est à peu près celles-là qui sont les plus utiles. On rajoutera logarithme de U quand on aura fait la fonction logarithme. Donc, ces quatre-là, finalement, regardez, vous allez les apprendre par cœur. Ça vous évitera de toujours essayer de vous dire, ok, alors qui est la fonction G, qui est la fonction U, etc. Mais vous pouvez, si vous voulez, toujours faire ça. Hein. Donc, vérifions que ça marche. Que racine de U, c'est bien U' sur 2 racines de U. Ben, regardez, c'est exactement ça. Hein. U', c'est lui, divisé par 2 fois la racine de U. On retrouve bien ça. Le U' sur 2 racines de U. Ok? Exponentielle de U. D'ailleurs, très souvent, la fonction exponentielle est très très présente dans beaucoup de domaines. Et donc, c'est vraiment une fonction, et c'est quasiment en BTS, en IUT, dans le supérieur, on utilise énormément cette fonction exponentielle. Donc, cette dérivée, vous l'utilisez très fréquemment. Autant la dérivée de exponentielle de x, la dérivée d'exponentielle de x, c'était exponentielle de x. La dérivée d'exponentielle de x plus b, c'était a exponentielle de x plus b. Ben, la dérivée plus générale d'exponentielle de u, ce sera u' fois exponentielle de u. Et vous regardez que ça, c'est bien un cas particulier, là, celle qu'on avait fait l'année dernière, c'est bien un cas particulier de celle-ci, puisque ce u' là, quand u est cette fonction affine à x plus b, la dérivée de x plus b, on sait bien que c'est petit a. Ce petit a, c'est bien la dérivée de u. C'est un cas particulier. Donc n'apprenez pas toujours que c'est petit a, apprenez plutôt que vaut mieux apprendre celle-ci qui est plus générale, c'est toujours u' fois exponentielle de u. Donc on dérive u, on le met en coefficient multiplicateur et on remet notre exponentielle de u. Ok? Bon, celle-là, souvent, vous la maîtrisez bien assez vite. Il nous reste cosinus u et sinus u. On sait que la dérivée de cos x, c'est moins sinus x. Et bien la dérivée de cos u, c'est moins u' sinus u.
La dérivée de sinus x, c'est cosinus x. La dérivée de sinus u, c'est u' cosinus u. Regardez, il y a du u' à chaque fois. Il y a une multiplication par u' à chaque fois. Pourquoi? Ben parce que dans la formule générale d'une composée, il y a toujours fois u'. Donc c'est normal qu'on retrouve u' comme... on retrouve u' à chaque fois. Et le reste, eh ben, c'est la dérivée de... la dérivée de la racine carrée, la dérivée d'exponentielle, la dérivée de cos, la dérivée de sinus, appliquée à u. C'est tout. D'accord? Bon, alors on va faire des exemples d'entraînement. Moi, je vais éteindre là. Là, l'idée, c'est maintenant de s'entraîner à faire quelques dérivées de composés. D'accord? Alors, je vous en mets quelques-unes. Vous en aurez sur la BOMEP, il y a 2 exercices là, sur ceux des dérivés. Il y en a 2 qui sont sur des dérivés de composés. Parce qu'on va rapidement nous passer, dès la 2e heure, sur utiliser les dérivés pour étudier les fonctions. Et pas seulement dériver, mais la dérivation, le savoir dériver, c'est très important parce que c'est quasiment dans les premières questions quand vous étudiez une fonction, dériver la fonction. Et si vous vous trompez sur la dérivée, votre tableau de variation sera faux. Et après, ben, tout ce que vous allez voir sur cette fonction, souvent, ce sera faux. Alors, c'est parti pour quelques exemples de dérivés. Ah oui, j'ai oublié de vous parler quand même d'une chose. Je vous ai dit qu'on allait parler de l'ensemble de dérivabilité. Il faut que j'en parle maintenant, avant de faire les exemples. Pardon. Je reprends mon cas général, là, g rond u. Ma fonction g rond u, on est d'accord qu'elle est construite, c'est ax associe g de u de x, comme ceci. C'est bon? Mais, si on regarde comment elle est construite, c'est bien à x, on applique d'abord la fonction u, et ça nous donne u de x, je remets ce que j'ai mis, puis j'applique la fonction g, et j'obtiens g de u de x. Regardons les ensembles. Si je regarde les ensembles de définition des composés, on a déjà parlé, donc imaginez que je commence par l'ensemble de définition de ma fonction u. Imaginez que ma fonction u soit définie sur un intervalle grand I. Ce n'est pas nécessairement un intervalle, d'ailleurs, ça pourrait être un ensemble. Allez, on va le faire plus général, je vais dire un ensemble grand E. Ça, c'est l'ensemble de définition de u. J'ai besoin que x appartienne à grand E pour pouvoir appliquer la fonction u. Ça va aller dans l'ensemble des réels, mais le problème, c'est que comme on applique la fonction g, cette fonction, elle a elle-même un ensemble de définitions. Si c'est la fonction racine, ce n'est pas le même ensemble de définitions que la fonction exponentielle ou la fonction inverse. Et donc, les valeurs de u de x, les images, elles doivent être dans l'ensemble de définitions. Donc ici, on obtient un ensemble. En fait, ce grand F, ce serait l'ensemble des images, et ce grand F, il doit être inclus dans l'ensemble de définition de la fonction g. Donc je peux l'appeler, par exemple, ce grand F, il doit être inclus dans l'ensemble grand G. G étant l'ensemble de définition de la fonction g. Alors, je sais pas, je vais pas pris les bonnes notations. On va prendre donc l'ensemble de définition de G, ce serait grand G, d'accord, et l'ensemble de définition de U, ce serait grand E. Ce qui est important, ne serait-ce que pour pouvoir définir la fonction, c'est bien ça. C'est les valeurs de petit x de ma variable, donc les valeurs de x, appartiennent à un ensemble de définition de U pour pouvoir appliquer la fonction U, mais l'ensemble des images doit être inclus dans l'ensemble de définition de la fonction G pour pouvoir appliquer la fonction G. Sauf que là, on n'est pas seulement dans la problématique de définir la fonction, mais aussi dans la problématique de pouvoir la dériver, cette fonction. Et donc, il n'y a pas que l'ensemble de définition qui est important, il y a l'ensemble de dérivabilité. À quelles conditions je vais avoir le droit de dériver cette fonction-là? J'ai besoin que U, si je veux dériver cette fonction-là, si je veux dériver cette fonction sur grand E, j'ai besoin que U soit dérivable sur grand E, parce que vous vous rappelez, on va faire U' de x dans la formule. Ok, donc il faut que U soit dérivable sur grand E. Mais comme on arrive dans grand F, il faut que cette fonction G soit elle-même dérivable sur grand F. Ça veut dire que
il faut que ça soit aussi des ensembles de dérivabilité et pas que des ensembles de définition. Donc il faut que ma fonction u soit dérivable second E et l'ensemble des images de u de x soit dans l'ensemble de dérivabilité de la fonction g. Ok, alors prenons un exemple parce que c'est compliqué quand on est sur du théorique. Je prends un exemple. Vous allez voir, c'est plus simple avec un exemple. Voilà ma fonction f. Racine de x carré moins 3. C'est notre premier exemple, mais on va s'intéresser avant de la dériver, avant de voir la formule, à son ensemble de dérivabilité. Et vous verrez dans les exercices du livre, on vous demande souvent, donner dans quel ensemble la fonction est dérivable avant de la dériver. Alors, d'abord, quel est son ensemble de définition, cette fonction ? Quel est son ensemble de définition ? Est-ce que vous pouvez me le trouver de deux têtes ? L'ensemble de définition. C'est pas évident de le trouver de tête. Pourquoi ? Il y a un peu de travail à faire. À quelles conditions ça existe, ça ? Comme on a une racine carrée, on a besoin que x carré moins 3 soit supérieur ou égal à 0. D'accord ? Donc, f de x existe si et seulement si x carré moins 3 est supérieur à 0. Ah mince. Quand est-ce que x carré moins 3 est supérieur à 0 ? Comment ? C'est en fait comme si vous résolviez une petite inéquation, mais c'est une inéquation du second degré. Comment on fait pour résoudre une inéquation du second degré ? Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre une inéquation du second degré ? Ça, c'est preuve de première. On fait souvent un tableau de signes. On fait un tableau de signes. En fait, on étudie le signe de ça. Et comme ça, on verra bien dans le tableau de signes quand est-ce que c'est positif. Ok ? Mais pour faire un tableau de signes, il y a deux méthodes. Soit je calcule, soit comme c'est une fonction polynôme du second degré, soit on calcule le discriminant, le delta, et puis on sait qu'on va calculer les racines, et puis on sait que c'est du signe de a à l'extérieur de racine, du signe de moins a à l'intérieur, où on réfléchit à la parabole, etc. Soit c'est factorisable facilement, et dans ce cas-là, on peut faire un tableau de signes avec en passant par une inéquation produit, c'est-à-dire produit, signe du premier facteur, signe du deuxième et signe du produit. Est-ce que là, c'est factorisable facilement ? X carré moins 3. Si. Dès que vous voyez une différence là, c'est très facile de factoriser ça. Enfin, c'est très facile. Oui ? En moins 1 ? Non. X carré moins 3. Et si j'avais mis x carré moins 9, ça vous aurait pas parlé un peu plus ? Non. Et si j'avais mis ça ? Ce qui est faux, hein, là, faut pas le mettre, mais si c'était x carré moins 3 au carré, vous savez pas factoriser x carré moins 3 au carré ? Ça vous rappelle pas un petit truc pareil ? Genre un petit a carré moins b carré ? Non ? Ça fait penser à quoi, a carré moins b carré ? Oui, c'est la forme développée réduite de la troisième identité remarquable. Hein. On sait que ça c'est a moins b fois a plus b. Ok. Alors là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de carré, là. On ne peut pas le faire apparaître, ce carré, quand on a x carré moins 3. Là, 3, c'est le carré de racine de 3. Et donc ça, c'est en fait x moins racine de 3, facteur de x plus racine de 3 qui est positif. On est toujours à la recherche de l'ensemble de définition de f. On se pose la question, quand est-ce que f de x existe ? Et on sait qu'il faut que ce produit-là soit positif. Ok. Et c'est là où on va faire un petit tableau de signes. X, entre moins l'infini et plus l'infini, vous placez les valeurs moins racine de 3 qui vont être utiles pour chacun des facteurs. X moins racine de 3, x plus racine de 3, et puis le produit des deux.
On place les zéros. Et on place les signes. Est-ce que c'est dur de placer les signes? Qu'est-ce qu'on met comme signe? Pour x moins racine de 3, c'est une fonction affine, coefficient de x qui vaut 1, donc la droite, elle, monte de gauche à droite. Si elle monte de gauche à droite, c'est qu'on est à gauche dans les négatifs, et à droite, on est dans les positifs. X plus racine de 3, c'est une fonction affine de coefficient directeur qui vaut 1. La droite, elle monte aussi de gauche à droite, puisqu'elle monte de gauche à droite, on est d'abord dans les négatifs, puis dans les positifs. Moi, j'aime bien que vous pensiez à ça, c'est-à-dire plutôt à l'aspect graphique, pour savoir placer vos signes. Après, chacun fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'on trouve? Moins par moins, règle des signes, moins par moins, plus, moins par plus, moins, plus par plus, plus. On obtient donc, ici, le tableau de signes de x moins racine de 3 fois x plus racine de 3. Et donc, on peut, ça y est, rajouter une petite équivalence ici. À quelles conditions f de x existe? À la condition que ce produit soit positif. Quand est-ce qu'il est positif? Ici et ici, autrement dit, entre x appartient à moins l'infini moins racine de 3, union racine de 3 plus l'infini. Bien. Et ça, ce qu'on a trouvé, c'est l'ensemble de définitions, puisque c'est les conditions pour que f d'x existe. C'est l'ensemble de définitions de la fonction f. Donc c'est lui. Hein. C'est cet ensemble-là. Là, on a cherché l'ensemble de définitions. On était dans le problème de première. La question, c'est maintenant, quel est l'ensemble de dérivabilité? Est-ce que c'est la même chose, etc. Eh bien, en fait, pour être dérivable, regardez... Pardon. Je vais vous le réexpliquer ici. J'attends que vous ayez fini. Pardon. Si on regarde comment est composée cette fonction f, elle est donc composée, cette fonction-là, de deux fonctions. De la fonction x carré moins 3, c'est ma fonction u de x, puisque c'est elle, g rond u, et g de x, il vaut racine de x. Okay. À quelles conditions cette fonction est dérivable sur un ensemble? Il faut que u de x soit dérivable sur cet ensemble. Pardon, il faut que u soit dérivable sur l'ensemble, mais il faut aussi que u de x soit dans l'ensemble de dérivabilité de g. Il faut que les images, c'est donc par u de x, c'est x carré moins 3, soient dans l'ensemble de dérivabilité de g. Quel est l'ensemble de dérivabilité de u? Alors, je ne vous ai pas trop écrit comme on pouvait l'écrire, mais en fait, on peut l'écrire comme ça. L'ensemble de dérivabilité de u, je vous avais dit, ça correspond à l'ensemble de définition de la fonction u', de la dérivée. Donc, on peut écrire du'. Ça, c'est l'ensemble de dérivabilité de u. Quel est-il l'ensemble de dérivabilité de u? De cette fonction-là. De cette fonction-là, x carré moins 3 seulement. Fonction polynôme du second degré. Non, c'est pas du tout ça. Ça, c'est l'ensemble de définition de cette fonction-là. Là, quand je vous parle que de cette fonction-là. Oui. Ben oui, pourquoi? Parce qu'une fonction polynôme, c'est représenté par une parabole, et c'est bien régulier. Vous vous rappelez, la dérivabilité, ça montre la régularité de la courbure. On a une courbure tout à fait régulière dans une parabole, donc elle est dérivable partout. Elle n'a aucun problème, on peut dériver pour n'importe quelle valeur de x. Il y a des nombres dérivés, des tangentes partout. Des tangentes non verticales partout. La fonction racine, quel est son ensemble de dérivabilité? Fonction de référence, elle est dans votre tableau celle-là. C'est quoi son ensemble de dérivabilité? Non, ça c'est son ensemble de définition. Mais son ensemble de dérivabilité est un petit peu plus petit. C'est R plus étoile. Ok. Alors,
posez les stylos, essayez de bien comprendre, c'est là le nœud du problème. Pour que donc, on a les deux ensembles de dérivabilité des deux fonctions. Celle-là est définie sur R, celle-là est définie sur R+, étoile. Pour que f soit dérivable, il faut être sur un ensemble où u est dérivable, mais il faut aussi que u de x appartienne à l'ensemble de dérivabilité de g. Donc, f est dérivable, je l'écris mais n'écrivez pas encore, f est dérivable sur grand E, si et seulement si, u est dérivable sur grand E, et u de x appartient à l'ensemble de dérivabilité de g. Il faut que l'image par u de x, quand on choisit dans E, il faut que l'image de u de x soit dans l'autre, puisque, en fait, soit dans l'ensemble, puisqu'on applique. Il faut que x carré ait des images qui sont dans l'ensemble de dérivabilité de la racine carrée. Quel est l'ensemble de dérivabilité de la racine carrée? R plus étoile. Donc, à quelles conditions cette fonction est dérivable? Il faudrait déjà que u soit dérivable, mais on s'en fiche pour nous, parce que u, elle est dérivable déjà partout. Donc, elle ne va pas restreindre l'ensemble, c'est dérivable partout, u. Mais la problématique, c'est qu'on a besoin que u de x soit dans R plus étoile. Et le travail qu'on a fait là, ah ben on voit bien où est-ce que c'est dans R plus étoile. Strictement positif. Entre moins l'infini et moins racine de 3, ouvert, et racine de 3 plus l'infini. Cette fonction, elle est définie sur cet ensemble-là, fermé, en racine de 3 et moins racine de 3, mais elle est dérivable sur l'ensemble ouvert. D'accord? Donc, finissez d'écrire ça, comme ça. Je sais que c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on va rédiger? Ben, on va rédiger ça. F est dérivable si et seulement si, regardez, en fait, on a besoin que ce soit strictement positif quand c'est une racine carrée. Il faut que u de x soit strictement positif parce que la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. Et donc, ici, je vais mettre ça. Vous n'aurez pas à faire les deux. Vous n'aurez pas à trouver et l'ensemble de définition et l'ensemble de dérivabilité. La plupart du temps, on vous demande plutôt de savoir quand est-ce que c'est dérivable pour pouvoir dériver. Et donc ici, la dérivabilité, c'est sur la réunion des deux intervalles ouverts. Oui. Du coup, on écrit df'. Oui, du coup, on écrit df', tout à fait. C'est pas df qui nous intéresse. Vous allez voir que dans la partie cours, là, le formulaire où on a mis racine de u, exponentielle de u, on va rajouter les petites conditions. Et c'est ça que vous allez utiliser, ce sera rapide. Donc ce sera plus rapide. Mais ce travail-là, vous aurez à le faire. Parce que vous avez vu que ce n'est pas évident quand je vous ai dit ça, quel est l'ensemble, ne serait-ce que trouver l'ensemble de définitions, de trouver l'ensemble même fermé des définitions, c'était pas facile. Et l'ensemble de dérivabilité, il est encore plus petit, ici, quand c'est une racine carrée. Ok. Est-ce qu'on a terminé? Ben non, maintenant qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Calculer la dérivée. Ça y est, maintenant on peut calculer la dérivée, c'est-à-dire écrire quel que soit x appartenant à moins l'infini moins racine de 3, union racine de 3 plus l'infini. Ok. Et on va calculer donc f' de x. Et ça, c'est la partie facile, mais la partie étudier la dérivabilité ou trouver dans quel ensemble c'est dérivable, il peut y avoir du travail. Vous allez voir que même dans l'exercice du livre, là, il y a du boulot. Mais après, il y a encore un peu de travail qui est de dériver la fonction. Léo, à toi. Quelle est la dérivée de racine de x carré moins 3? Ah, d'accord, t'as pas ton... Vous n'avez pas terminé, Guillaume. Vous avez le droit de m'arrêter quand j'efface, vous n'avez pas le temps de noter. Alors, là, je te conseille de dire, ça c'est de la forme racine carrée de u. Et c'est cette formule-là que tu vas chercher. Hein, on ne va pas chercher la composée, on va chercher racine de u directement.
Ah ben je veux pas de U là maintenant. Ah, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Ah, 2x, oui. Exactement. Et vous avez vu que c'est quand même rapide. On simplifie par 2, ça y est, c'est fini. X sur racine carrée de x carré moins 3. Et là, c'est une forme tout à fait satisfaisante de dérivée, puisque ce serait facile d'étudier son signe, des choses comme ça. C'est bon? Donc le calcul de la dérivée, c'est rarement ce qu'il y a de plus dur. L'étude de la dérivabilité, de savoir sur quel ensemble c'est dérivable, c'est souvent un peu plus compliqué. Je voudrais qu'on rajoute quelque chose, justement, on va rajouter dans le tableau ce que je viens de vous dire. Donc, dans ce tableau-là, et là il faut que je détaille, ça va. Je veux qu'on rajoute ici les conditions, justement, de dérivabilité. À quelles conditions racine de U est dérivable? Donc là, vous pouvez écrire conditions de dérivabilité. J'aurais pu le rajouter, là j'y pense que maintenant. Donc, à quelles conditions racine de U est dérivable? Est-ce que vous pouvez me donner une condition? En fait, il y en a deux. Il faut que U soit dérivable. Et, c'est quoi la deuxième condition? Il faut que U de x, c'est-à-dire l'image de x par la fonction U, appartienne à l'ensemble de dérivabilité de la fonction g, mais ici la fonction g c'est racine, donc il faut que ce soit mieux que ça. Quand tu dis positif, ça veut dire supérieur ou égal à 0, positif. Hein. Donc il faut que ce soit strictement positif. Regardez, et ça en fait, le U dérivable, ça posera rarement des problèmes. Souvent, ça c'est pas ça qui demande du travail. Ce qui demande du travail, c'est que pour racine de U, vous avez besoin d'avoir U de x strictement positif. Et c'est ça qui vous permettra de trouver l'ensemble de dérivabilité. Pour exponentielle de U, quand est-ce que exponentielle de U est dérivable? Il faut que U soit dérivable. Et c'est tout. Pourquoi? Parce que l'exponentielle est dérivable partout. L'exponentielle n'a pas de contrainte. Racine carrée n'était pas dérivable partout. Elle était dérivable que sur les strictement positifs. C'est pour ça qu'il fallait que U de x soit strictement positif. Mais pour exponentielle de U, comme l'exponentielle est dérivable partout, on ne va pas rajouter des contraintes. Il suffit que U soit dérivable pour qu'exponentielle de U soit dérivable. Cosinus U, bon, il faut toujours que U soit dérivable. Pour cosinus U, pour sinus U, ça c'est... Et c'est tout? Ou il y a autre chose? À quoi ressemblent les courbes de cosinus x et sinus x? Ce sont des sinusoïdes. Est-ce qu'elles ont bien des courbures régulières? Ah bah oui, c'est super régulier. Ouais. Vous voyez que c'est ça les sinusoïdes. Et vous voyez bien qu'il y a des tangentes un peu partout. Il n'y a aucun problème. C'est dérivable partout. Comme pour l'exponentielle, cosinus et sinus étant bien régulières, ayant des courbures bien régulières, il n'y a pas de problème de dérivabilité. Et donc, quand est-ce que cosinus U et sinus U seront dérivables? Quand U sera dérivable. Voilà. Donc c'est parfait parce que les contraintes ne porteront que sur la petite fonction qui est à l'intérieur. Ne porteront pas sur les autres. Bien. Ok. On va... Ah oui. Alors ce que je voudrais... Il y a un exercice. Vous avez un exercice à faire pour demain. C'est le 53. Mais là on va faire le 52. Pour que vous voyez un petit peu comment on fait ça, c'est page 240. 52, page 240. Ce que je vais faire pour que ce soit... Je ne vais pas le projeter. Il n'y a pas grand-chose comme énoncé. Hein, donc, Alors, le 52...
page 252, page 240. Monsieur, Oui. on l'écrit dans la question. Non, partie, vous pouvez le mettre partie exercice. C'est des calculs de... En fait, là, ça y est, on est dans les applications. Hein. Exercice 52, page 240. On fait celui-là, enfin on fait le premier, et après on fait une petite pause pour que je vous distribue un peu toutes les fiches, que vous fassiez vos vérifications. Et les élèves qui devront aller à la scolarité, là, iront à ce moment-là. Alors, regardez, je vous dis les consignes, si vous n'avez pas votre livre. Dans chaque cas, donnez l'intervalle sur lequel la fonction est dérivable et calculez la fonction dérivée sur cet intervalle. La première, alors on va peut-être pas faire la première, quoique c'est vraiment, c'est un peu ce qu'on a fait. On va plutôt faire on va commencer par petit c, c'est-à-dire, voilà la fonction qu'on vous donne, la fonction h qui à x associe 2 sur 1 plus exponentielle de moins 4x. Alors cette fonction, hein, il y a plusieurs formules, il y a des composés, il y a des quotients, voilà, c'est une composée de plusieurs fonctions. Après, il faudra la dériver. Mais avant de la dériver, on veut savoir sur quoi elle est dérivée, cette fonction. À quelles conditions cette fonction va être dérivable? Vous regardez de quelle fonction elle est composée et vous posez la question, quand est-ce qu'il y a des problèmes d'existence ou de dérivabilité? Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un quotient, qu'on a l'exponentielle de u, d'accord? Et donc, on se pose la question. On a besoin de quoi? Commençons par ce qui est le plus intérieur. On a besoin que, sur exponentielle de moins 4x, qu'est-ce qu'on sait? Ah, j'ai effacé, mais l'exponentielle, c'était lui. Quand est-ce qu'exponentielle de u est dérivable? Lorsque u est dérivable. L'exponentielle est en dérive partout. Donc, on a besoin de regarder ça. Moins 4x, c'est une fonction affine. Elle est dérivable partout. Donc ça, c'est dérivable sur R. Exponentielle de moins 4x, c'est donc dérivable sur R. Ok, mais il y a aussi un problème de quotient. Attention, là, c'est un problème d'existence, mais on ne peut pas parler de dérivabilité d'une fonction si elle n'existe pas. Donc, il y a aussi, quand même, la problématique de l'ensemble de définitions. Est-ce qu'elle a des valeurs? Si elle a des valeurs interdites, cette fonction, elle ne peut pas être dérivable dans ces fonctions-là. D'accord? Est-ce qu'elle a des valeurs interdites? Quand il y a un quotient, on doit être prudent. On sait que le dénominateur ne doit pas s'annuler. Est-ce que là, il peut s'annuler? Ben non, pourquoi? Strictement positif. Ça, c'est strictement positif. Tout exponentiel est strictement positif. Si vous rajoutez 1 à un truc strictement positif, vous voyez bien, ça ne peut pas être égal à 0. Donc, en plus, cette fonction, elle n'a pas de valeur interdite et tout est dérivable partout. Donc, son ensemble de dérivabilité, c'est évidemment R tout entier. Donc, DH', c'est R tout entier. D'accord? On ne va pas le rédiger, on ne nous demande pas de le rédiger, on ne nous demande pas d'étudier la dérivabilité, on nous demande de donner l'intervalle sur lequel elle est dérivable. Grand R, c'est un intervalle, hein, c'est moins l'infini plus l'infini. Ok, et maintenant, pour tout x appartenant à R, je veux voir ce quantificateur-là avant que vous écriviez h' de x, égal, pour dire qu'on fait ça pour n'importe quel x, et il faut dériver cette fonction. Allez-y, faites-moi la petite dérivée de cette fonction. La feuille et
C'est bon? Vous l'avez, votre dérivé? Donc, on n'oublie jamais la première chose qu'on observe, c'est la forme générale. Il ne faut surtout pas aller vers les petites formules de genre je vais vers le moins 4x ou vers l'exponentielle, non. Quelle est la forme générale de cette expression? C'est ça. C'est la première chose parce que ça vous indique quelle est la première formule que vous allez utiliser. Ça peut être un produit, un quotient, une composée, donc une racine carrée, une exponentielle, des choses comme ça, d'accord? Une somme, un inverse, bref. Et évidemment, il n'y a rarement qu'une seule formule à appliquer. On applique une première formule et à l'intérieur, on va devoir en appliquer une deuxième. C'est la difficulté. Alors, c'est bon. Ça me paraît bien. Ça fait ce choix-là, et ça comme une bonne idée. Ça permet d'éviter de faire l'autre formule. Il y a deux possibilités. Il y a une erreur. Son erreur vient ici, là. La formule qui a été utilisée trois tables, le problème, c'est si tu écris vraiment la formule que tu utilises avec les U, les V, etc., tu vas t'apercevoir que tu as oublié quelque chose. Ouais, ça sur les carrés. Okay. Et là, ta formule est juste, et la ligne en dessous c'est faux. C'est trouvé ce qui mauvaise idée. C'est une mauvaise idée de voir ça comme une composée. Ça, c'est pas une composée. Enfin, ça peut être vu comme une composée, mais il y a plus simple que ça. Parce que quand tu fais des composés, voilà, c'est pas faux, remarque. Tu peux le voir comme une composée de cette fonction. C'est pas faux. Mais dériver en inverse, dériver un quotient, etc. C'est pas depuis l'année dernière. On n'avait jamais parlé de composés quand on avait des inverses ou des quotients. Donc ça marche, ce que tu as fait. Mais c'est peut-être plus risqué d'utiliser cette formule-là, plus ça va dériver ça. Mais pourquoi pas, là? Pas dériver ça, mais dériver 2 sur Q, 1 sur Q. Ok. Il y a un petit problème de signe, je pense. Ouais, il y a un problème de signe. Ce passage-là, on ne voit pas trop ce que c'est que U prise V. Ben, non, mais c'est quoi ton point? Ouais. On fait ça. Moins. Il est plus bas. Tu vois? C'est pour ça que. Et quoi, tu me parles de quoi? Et non, justement, il faut que tu vois la différence. Ça, c'est vraiment c'est plus cette fonction, c'est la fonction exponentielle. Alors que le chanter exponentielle de autre chose que le petit, ça veut dire que c'est la fonction exponentielle. On y va, on corrige? Allez, et après je. Alors. Il y a plusieurs méthodes, c'est marrant, il y a au moins 3 méthodes, vous avez fait déjà 3 méthodes différentes, à vous 3. Donc, la première chose, la méthode habituellement la plus classique, c'est de voir ça comme un quotient, quand on voit la forme. Autrement dit, du U sur V. Donc, on va faire cette méthode-là, je vais vous montrer les 3. C'est intéressant de voir qu'il y en a 3. Donc, si on voit ça sous la forme U sur V, la dérivée de U sur V, celle-là vous la connaissez bien, U'V moins UV' sur V carré. Donc, U' c'est la dérivée de 2, 0, fois V avec quand même des parenthèses. Guillaume, tu les as pas mises, mais tes parenthèses, elles sont importantes. Sinon, il y aurait que le 0 serait multiplié qu'au 1. D'accord? Moins
UV', donc U c'est 2, fois V', V' c'est une somme, V c'est une somme, donc je dérive 1, 0, et je dois dériver maintenant exponentielle de moins 4x. Exponentielle de moins 4x, cette fois, il faut reconnaître que ça c'est la composée de l'exponentielle et de moins 4x, autrement dit c'est de l'exponentielle de U, la dérivée d'exponentielle de U c'est U' exponentielle de U. Donc c'est U' dérivée de moins 4x moins 4 fois exponentielle de U moins 4x. U'V moins UV'. Sur V carré, on réécrit à l'identique V, c'est-à-dire le dénominateur, mais on élève au carré. Première méthode. 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Et ensuite, moins 2 fois moins 4, ça fait plus 8. Exponentielle de moins 4x sur 1 plus exponentielle de moins 4x au carré, que surtout vous ne développez pas, même si vous reconnaissez une identité remarquable, parce que n'oubliez pas que ce qui va nous intéresser dans la dérivée, c'est souvent le signe. Et quand on a un carré, c'est parfait, on sait que c'est positif. Ok, donc voilà notre dérivée. Bon, ça nous a pris 2 lignes. Ça ne doit pas vous en prendre plus. Je vous montre quand même. Il y en a qui ont fait d'autres méthodes. Donc, il y en a qui ont plutôt vu, plutôt que de voir ça comme U sur V, ont plutôt vu comme 1 sur V, avec un 2 qui ne serait qu'un coefficient, c'est-à-dire en gros c'est un petit coefficient multiplicateur d'un inverse. Et pourquoi ça marche? Parce qu'on sait dériver 1 sur V. On a une formule aussi, c'est moins V' sur V carré. Donc, regardez, je le fais, Jérémy, toi tu as fait comme ça, je le fais comme tu l'as fait, c'est-à-dire le coefficient 2 là, on peut le remettre, c'est un petit coefficient 2, lui il ne bouge pas, puisque vous savez que c'est du K fois U, et quand vous avez un coefficient multiplicateur, hein, ça c'est comme s'il y avait marqué ça. J'espère que tout le monde le voit, c'est important de voir les méthodes des autres. Donc ce coefficient 2, on le remet, et on va donc dériver 1 sur V, avec cette formule. Donc c'est moins V', c'est la dérivée de 1 plus exponentielle moins 4x, donc ça veut dire que c'est moins 4 fois exponentielle de moins 4x, sur V carré, c'est-à-dire 1 plus exponentielle de moins 4x au carré. On règle les signes, donc là c'est 2 fois moins 4, bon moins 4 ça fait plus 4, fois 2 ça fait 8, et évidemment on va retrouver la même chose, 1 plus exponentielle de moins 4x au carré. Et dernière méthode, et ça c'est Andrea qui a vu les choses comme ça, elle a vu ça comme étant une composée de fonctions. Alors, c'est un peu moins évident, mais c'est vrai qu'on faisait la composée, donc pourquoi pas. Je peux effacer à gauche là. Ok, donc regardez, c'est intéressant. Elle a dit finalement cette fonction-là, je mets comme ça, on pourrait dire que h de x, ou que h, c'est g rond u, avec u de x qui vaudrait ce qu'il y a au dénominateur, c'est-à-dire 1 plus exponentielle de moins 4x, et g de x, ce serait 2 sur x. Vous voyez bien que c'est 2 sur tout ça, donc on peut le voir comme une composée des deux. Et ensuite, elle a dit donc la dérivée de h, elle a utilisé sa formule générale, c'est-à-dire u' de x fois g' de u de x. U' de x, donc je dois savoir dériver ça. Ok, ça fait donc moins 4 fois exponentielle de moins 4x, ça c'est u' de x, fois u', alors c'est la dérivée de 2 sur x, mais ça c'est comme la dérivée de 1 sur x avec un petit coefficient 2, donc c'est 2 fois, alors la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x carré, donc c'est du 2 fois moins 1 sur quelque chose au carré. Mais sauf que c'est pas x, c'est u de x, c'est-à-dire 1 plus exponentielle de moins 4x. Alors maintenant on règle tout ça, moins par plus par moins ça fait plus, 4 fois 2 ça fait 8, on trouve 8 exponentielle de moins 4x sur 1 plus exponentielle de moins 4x au carré. Ça marche, c'est plus tordu, mais ça marche. Ok, vous voyez, on peut voir ça comme composé, mais là c'est vraiment, moi je vous invite pas à les inverses à voir ça comme des composés.
Il vaut mieux voir ça comme soit on applique la fonction la dérivée d'un sur V, soit de U sur V, c'est souvent celle-là que vous préférez. Là on voit que bon, faut une bonne maîtrise. Bah, c'est un bon entraînement, mais ça peut être un peu délicat. Ça va, il y a des questions sur ces dérivés? Ok. Allez, je vous donne vous avez vos petits papiers, donc là vous allez lire et vous allez vérifier s'il n'y a pas d'erreur sur toutes les instructions qu'on vous a données, c'est-à-dire tout. Très important, surtout vos épreuves, hein, vos évaluations communes, tout ça, mais vous regardez aussi au niveau de vos téléphones, etc. Enfin, s'il y a des informations, il y a des informations personnelles? Oui. Les adresses. Alors, je crois qu'on est sur Pronote. Je vais regarder. Alors d'abord vous avez sur Pronote, il y a tout est un peu indiqué là, je crois. Normalement il y a une information qui a été envoyée sur Pronote pour les parents et pour les élèves. Vous savez que sur Pronote, quand vous voyez un petit papillon là sur la droite en haut, ça veut dire que il y a une notification, quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Regardez. Voilà, le petit papillon à droite, là, information et sondage. Alors, chaque élève vérifie les informations figurant sur sa confirmation d'inscription. K1. Si les informations sont correctes, il fait signer la confirmation par son représentant légal et il la rend à son professeur principal sans tarder. Sans tarder, ça veut dire, pour ceux qui veulent se débarrasser, c'est dès demain. Et voilà. Je vois Monsieur Villarem... vendredi. Oui, Léo. De quoi? Il faut que vous alliez tout de suite au secrétariat de scolarité. Tu sais, c'est quand tu es dans à l'administration, c'est le deuxième bureau sur la gauche. Tu prends le petit couloir là, tu sais, juste à l'accueil, tu prends le petit couloir et le deuxième bureau à gauche, c'est là où il faut qu'il y aille maintenant. Si des informations sont à corriger, il passe au secrétariat immédiatement pour faire les modifications. Madame Ferré lui réédite la bonne confirmation. Il l'a fait signer par ses représentants, etc. Aucune modification ne sera possible après le lundi 14 décembre. Eh ouais, tu vas maintenant. Pour information, la confirmation d'inscription est également disponible dans l'espace Cyclades. Chaque élève pourra la consulter en utilisant les codes qui lui ont été fournis l'année dernière en classe de première. J'espère que vous avez toujours vos codes. Bien sûr. Vous les avez eu, vos feuilles, pour les autres terminales? Donc vous allez les avoir sûrement demain, d'accord? De quoi? Sûrement. Ouais, sûrement. Dis-moi. Pour l'encadré, c'est en bas, là où ils disent attention à bien vérifier le choix ci-dessous pour la publication et tout. On doit choisir ou c'est non de base? Ah oui, il y a marqué non. Mais parce que j'ai regardé là, on est presque tous non. Oui, je pense que vous avez tous non, non? Ouais. J'accepte la communication de mes résultats d'examen en vue d'une publication par la presse ou sur le site internet de société de droit privé. Oui, non, non. Alors de toute façon, tu dois, tous les deux, vous allez aller tout de suite au secrétariat. Moi, je l'ai déjà fait. T'es allé signer? Ouais. Ok. Anaïs, tu vas y aller maintenant et tu peux poser la question à Mme Ferré pour le nom qui est écrit. Est-ce que vous pouvez le changer là, le nom qui est écrit là? Au secrétariat, je demande à signer. Exactement. Auprès de Mme Ferré, c'est la même personne que ça. Tu signes pour le concours général. T'as juste à... Et tu prends ta feuille, tu lui montres ses noms, tu poses la question, est-ce qu'on peut changer ou est-ce qu'il faut laisser non? D'accord? Merci. Ah oui, il faut que je vous fasse le papier là, c'est important.
Donc vas-y, tu le feras après. Hop, vous signez à côté de votre nom, comme quoi vous avez bien eu la fiche. Comme ça, vous n'irez pas en prison. Vous ne pourrez pas porter plainte comme quoi vous n'avez jamais eu votre financiation. C'est pour ça que vous n'avez pas eu votre plainte. Donc, qu'est-ce qu'on prend? On prend son agenda et on marque pour demain. Si vous pouvez le faire pour demain, c'est idéal. Faire signer la fiche et la ramener à M. Blin ou à M. Villarem. Qu'est-ce que je veux dire? Les autres donc l'auront la semaine prochaine, on leur donnera lundi ou mardi quand ils viendront. Il y en a qui s'embêtent parce qu'ils n'ont rien à faire, donc je vais vous mettre une petite fonction à dériver. Alors on a fait le petit C, on peut peut-être faire le petit A. Donc le petit A, toujours pareil, vous regardez vous devez donner dans quel ensemble la fonction est dérivable. Alors là, il faudra peut-être faire un peu plus de travail, parce que ça ressemble fortement à celle qu'on a fait tout à l'heure. Et après, vous dérivez cette fonction. Donc f de x égale racine carrée de moins 4x carré plus 16. Allez, on essaye. Et le seul habitant qui est là, qui n'a pas fait sur la boulette. Il n'est pas encore connecté, donc peut-être que ton code va marcher. Je regarde cet après-midi, je m'envoie un message si ça ne marche pas, d'accord, pour que je puisse te renvoyer un code qui fonctionne. C'est bon. Dans le bureau, du coup. 1, 2, 3, 4, 6. Léo et puis Alex. Allez, faites-moi cette petite dérivée, cette étude de dérivabilité d'abord. Donc rappelez-vous, c'est comme l'exemple qu'on a fait avant, on se pose la question à quelles conditions un racine de u est dérivable, et c'est écrit dans votre tableau. Racine de u sera dérivable si u est dérivable et u est strictement positif. Donc comme u c'est une fonction polynôme, on sait qu'on n'a pas de problème de dérivabilité pour u, mais par contre on a besoin que u soit strictement positif. Donc essayez d'abord de trouver sur quel ensemble cette fonction est strictement positive. Et c'est pour ça qu'il y a une petite étude de signe à faire. Oui. C'est bon? Ouais. Ok. Tu pourras signer sur la feuille qui est à ta place. Alors.
en fait, il faut, si tu veux, comme tout à l'heure, on a dit A carré moins B carré, tu devrais le commiter. Comme ça, tu auras 4 au carré moins, et ça, tu devrais écrire comme un carré. Ça, c'est pas encore un carré. 4 x carré. C'est 4 fois x carré. Donc toi, tu as besoin que ce soit un carré. Mais 4x carré, c'est le carré du quoi? Et tu vois, c'est pour ça que tu vas bouger le faire sous cette forme-là, comme ça tu verras ton petit b. Et tu ne risques pas que tu le fais. On part sur le discriminant, parce que comme ça, par exemple, mais sauf que ça marche bien, hein, comme ça, c'est pas horrible ça. Mais c'est vrai que tout à l'heure on l'a pas dit, mais tout le travail du tableauting qu'on a fait, on aurait pu, enfin on l'a dit, mais on l'a pas fait, on l'a pas montré, mais on aurait pu faire avec le discriminant, etc. Des fois vous n'avez pas le choix, vous n'avez que le discriminant pour le faire, vous pouvez la factorisation, vous trouvez les racines et le signe. Quand c'est factorisable, on peut passer par la factorisation. Ouais, tu les commutes, comme ça tu verras ton carré minimum carré, tu peux le faire comme ça. Ouais, bien, ok. Voilà. Donc là, soit vous, ouais, voilà, il y en a qui sont partis sur la même méthode qu'on avait faite, ça marche bien, à condition qu'on ne se soit pas trompé. Tu sais pourquoi tu t'es trompé? D'abord parce que il faut que ce soit du A carré moins B carré. Donc tu devrais d'abord les commiter, première chose. Mais c'est pas tout. Oui, après. Et ensuite, ça c'est pas encore un carré. Du coup, on a dit que c'était normal. C'était normal, tout le monde a non et on laisse non. Ok, tu peux signer à la I s'il te plaît. Papier. D'accord, donc sur la fiche, c'est normal que tout le monde ait non et vous laissez non en bas de la feuille de la confirmation d'inscription. Merci. Alors regarde, je te demande juste d'avoir un fil d'arrêt après. Donc tu lui donneras ça, mais je voudrais s'il te plaît que tu lui dises en plus. D'abord tu lui donneras l'information pour le nom, ok? Et que tu lui dises en plus que tu lui donnes la fiche de l'île. D'accord? C'est des confirmations pour les autres. Ben oui, parce qu'il y en a, là il va y a des élèves qui, dans cette liste qu'il va peut-être voir après. Tu sais, qui sont avec Madame Villarel ou tout ça. Et après il gardera, il va Oui, justement, moi, il y en a beaucoup qui ne disent pas vous et qui ont arrêté votre expert, du coup ils n'ont jamais fait ça. Il n'y en a pas beaucoup, ils sont 4. Mais je suis d'accord, mais ils ont Madame Villarel, mais Monsieur Villarel fait le lien avec, tu vois. Et il y a 4 élèves. Le niveau m'a donné, mais sinon personne ne l'a employé. Et oui, mais normalement c'était Madame Villarel qui devait lui. Et voilà, enfin, moi quand j'envoie les mails, Lilou elle est dans la liste. Hein. Hier soir j'ai envoyé un mail au terminal G2, au groupe terminal G2, elle fait partie de la liste. Bah, tu poseras la question parce que on l'a rajouté, c'est pour ça qu'on a pris tous les mails, et Léo Mayonnaise ou d'autres qui sont. Au moins on leur envoie des mails, ils vont recevoir les mails des terminaux G2. Mais c'est vrai que c'est compliqué, il y a 4 élèves dans cette liste qu'on ne voit pas, ni moi ni M. Villarel, on est bien d'accord. C'est pas l'idéal. Maintenant c'est voilà, Madame Villarel qui fait le lien, donc ça devrait bien se passer quand même. Ok? Alors regarde, Alaïs et Léo, on est en train de faire le petit A. Donc étude de l'ensemble des dérivabilités et ensuite de la dérivée. Tu es parti directement sur ta dérive et tu es d'accord? La première question qui est posée, c'est étudier la dérivabilité de cette fonction. Donner sur quel ensemble est dérivable? Donc toi tu m'as dérivé la fonction, on est bien d'accord? Tu as commencé par dériver et après tu faisais l'étude de la dérivabilité. D'accord. Pourquoi pas? Ok. Mais on peut te demander 2 questions différentes. Petit a, étude la dérivabilité, autrement dit, tu dois te dire c'est de la racine de U, ce sera dérivable lorsque U est dérivable, ça c'est pas un problème. Et quand tu dis c'est ce qui fait que tu utilises. Allez, on corrige, on le fait. Donc, puisque f est sous la forme racine carrée de u,
on sait que f est dérivable sur un ensemble grand E, si et seulement si u, c'est-à-dire moins 4x carré plus 16, est dérivable, c'est une fonction polynôme, et donc la seule contrainte qu'on a, c'est que moins 4x carré plus 16 doit être strictement positif, parce que c'est de la racine de moins 4x carré plus 16. Et donc, alors là, il y a eu les deux méthodes. Il y a ceux qui directement, comme Jérémy, ont fait le discriminant, puisque c'est une fonction polynôme de second degré. C'est vrai que c'est pas mal, hein, c'est rapide. Et puis ceux qui ont fait comme la méthode qu'on a faite, c'est-à-dire qu'on a reconnu que ça, finalement, ben, c'est la différence de deux carrés. Encore faut-il l'écrire dans le bon sens, c'est-à-dire 16, c'est le carré de 4, moins, et attention, c'est là où il y a un petit piège, ça, ce n'est pas un carré, 4x carré, c'est 4 fois x carré. Donc il faut bien écrire que c'est le carré de 2x. Et une fois qu'on a écrit ça, ben, ça nous fait 4 moins 2x fois 4 plus 2x, strictement positif, et donc il n'y a plus qu'à étudier ça par tableau de signes. Cette fois, je vous ferai la deuxième méthode, avec le discriminant. Mais c'est bien de se dire qu'en fait, on est capable d'étudier un signe sans toute la théorie de première du discriminant, etc. On sait, si on sait factoriser, on sait, et faire un tableau de signes, on sait étudier le signe. Donc, petit x moins l'infini plus l'infini, donc 4 moins 2x, 4 plus 2x, et donc 4 moins 2x fois 4 plus 2x. Changer la luminosité, ouais, ça a l'air de se voir. Ok, et donc, alors la première chose qu'on fait là, c'est on regarde quand est-ce que ça s'annule, c'est les petites fonctions affines. Soit vous résolvez votre petite équation 4 moins 2x égale 0, c'est équivalent à moins 2x égale moins 4, donc c'est équivalent à x égale moins 4 sur moins 2, c'est-à-dire 2. Donc il y aura la valeur 2, et puis il y aura ici la valeur moins 2. Hein. 4 plus 2x égale 0, c'est équivalent à x égale moins 2. Donc on met les valeurs moins 2 et 2. On tire les traits, on place les 0. Soit, vous vous rappelez que cette valeur-là, en fait, on peut avoir une petite formule. C'est toujours, pour une fonction affine ax plus b, la valeur qui annule ax plus b, c'est toujours moins b sur a. Quand vous voulez savoir pour quelle valeur ça s'annule, pour quelle valeur de x ça s'annule, la valeur, c'est toujours moins b sur a. Et donc, ici, ce serait moins 4 sur moins 2, c'est-à-dire 2. Et l'autre, ce serait moins 4 sur 2, c'est-à-dire moins 2. Soit on résout une équation, des petites équations, ça c'est quand même, à mon avis, le mieux à faire. Ça évite d'apprendre une formule et de se tromper. Mais s'il y en a qui préfèrent à chaque fois se dire ah ben, je peux retrouver les valeurs en faisant moins b sur a, ça marche aussi. Les signes. Qu'est-ce qu'on met comme signe? 4 moins 2x. On regarde le coefficient de x, il est négatif. On se dit la droite, elle descend de gauche à droite. Si elle descend, elle est d'abord dans les positifs, puis elle passe dans les négatifs. Est-ce que ça va là quand j'explique comme ça? Au lieu d'apprendre par cœur du signe de A à gauche, à droite, moins A, etc. Dites-vous que ça, vous savez à quoi ressemblent les représentations graphiques de ces fonctions. C'est depuis la 3e seconde que vous travaillez sur ces fonctions affines. Vous devez tout de suite les visualiser de tête. Dire ok, j'ai une droite comme ça ou une droite comme ça, qui monte ou qui descend, qui dépend du coefficient de x. Et donc je peux, si je sais où est le 0, c'est facile de savoir si c'est plus ou moins. 4 plus 2x, coefficient de x positif, c'est 2. La droite, elle monte de gauche à droite. Si elle monte de gauche à droite, on est d'abord dans les négatifs, à gauche dans les négatifs, à droite dans les positifs. Règle des signes, plus par moins, moins, plus par plus, moins par plus, moins. Ok. Et donc, c'est maintenant qu'on revient à ce qu'on a dit. On cherche l'ensemble de dérivabilité de la fonction f. La fonction sera dérivable si et seulement si ce produit-là est strictement positif. Strictement positif, c'est entre moins 2 et 2. Donc, l'ensemble de dérivabilité de f, df', c'est l'intervalle moins 2, 2. Je montre quand même l'autre méthode. Si vous aviez à cet endroit-là préféré vous dire je vais étudier le signe de cette fonction polynôme du second degré, dans ce cas-là, je vais l'écrire comme ça. Donc signe de moins 4x carré plus 16
Dans ce cas-là, je veux voir ABC, les coefficients. Donc A égale moins 4, B égale 0, C égale 16. Ça, c'est les coefficients de ma fonction polynôme du second degré ax carré plus bx plus c. Comme ça, on peut utiliser nos formules. B carré moins 4ac. Donc ça fait 0 carré moins 4 fois moins 4 fois 16. Ça nous fait du 16 fois 16. 16 fois 16, ça fait... Tu l'as mis 256. Hein? Donc, delta est strictement positif. Il y a donc deux racines. Les racines sont deux racines réelles. Les racines sont x1 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 0 moins racine de 256 sur 2a, c'est-à-dire sur moins 8, c'est-à-dire racine de 256, ça fait évidemment 16, donc ça fait moins 16 sur moins 8, ça fait 2. x2 égale moins 0 plus racine carrée de 256 sur moins 8, c'est-à-dire moins 2. On retrouve les deux racines et on peut faire le tableau de signes. Le signe directement de moins 4x carré plus 16. Vous voyez qu'ici, on ne fait pas la règle des signes. Dès que vous avez les racines de votre fonction polynôme, vous devez savoir quel est le signe de votre fonction polynôme. Et là, on n'apprend pas de formule par cœur, enfin vous faites ce que vous voulez. Je crois que je dis ça, mais moi, à votre époque, j'avais appris une formule par cœur, du signe 2 à l'extérieur des racines. Moi, je préfère toujours dire à quoi ressemble ma parabole. Tourner vers le haut, tourner vers le bas. Celle-là, le coefficient de A est négatif. Autrement dit, on a un truc qui est comme ça. Et si elle est tournée vers le bas, c'est bien négatif, positif, négatif. Négatif, positif, négatif. On retrouve exactement notre dernière ligne qu'on avait trouvée ici. Et donc, évidemment, hop, ça nous redonne l'ensemble de dérivabilité. C'est bien de voir que vous avez ici deux méthodes. Soit la méthode avec le calcul du discriminant, les racines, etc. pour le tableau de signes, soit la méthode par factorisation si on reconnaît une identité remarquable, ou qu'on sait factoriser. C'est pas nécessairement une identité remarquable. Ça pourrait... Imaginez qu'il est marqué ça, là. Là, il n'y a pas d'identité remarquable, par contre, c'est factorisable par x ou par 4x. Donc, si vous pouvez factoriser, vous pouvez faire des petits tableaux de signes comme en seconde. Si vous ne pouvez pas factoriser facilement, il n'y a pas de facteur commun ou d'identité remarquable, on a la méthode de première avec le delta. Ça va? Ça, c'est très fréquent. C'est quasiment... à chaque fois qu'on étudie la dérivabilité ou les ensembles de définitions, on a cette problématique on retombe sur des fonctions polynômes du second degré. C'est pas pour rien si en première, on a commencé par ça, en tout cas on l'a fait très tôt dans l'année, ces fonctions polynômes du second degré, parce que toute cette théorie-là, on en a besoin assez fréquemment. Bien. Vous avez donc le 53 à faire pour demain. Ok. Il y a 3 fonctions, 3 études de dérivabilité, de calcul. Ah ben non, on n'a pas terminé. Des fois, on a tellement travaillé qu'on ne sait plus qu'il nous reste à dériver la fonction quand même. Bon, alors, terminons ça. Pour tout x appartenant à l'intervalle moins de 2, donc mon intervalle, vous voyez que là maintenant je l'écris, f' de x égale. C'est de la forme racine carrée de u. Mathéo, à toi? Ça fait moins 8x fois 1 sur 2 racines de moins 4x carré plus 16. Moins 4x carré plus 16. Alors tu l'écris comme ça. Si on applique la formule directement qu'on a écrite, c'était u' sur 2 racines de u directement comme un quotient. Mais c'est juste et pareil. Donc moi je préfère qu'on l'écrive moins 8x sur 2 racines carrées de moins 4x carré plus 16. Mais c'est pareil ce que tu as fait. Et ça se fait en une ligne. Oui. Mais ça sans faire le tableau de signes. De quoi? Ah ben bien sûr. C'est deux questions différentes, Guillaume. Il y a trouver l'ensemble de dérivabilité, l'ensemble où elle va être dérivable, cette fonction, où elle va avoir des nombres dérivés, des tangentes non verticales, etc. Et calculer la dérivée. Donc, des fois, d'ailleurs, on te dira, sans étudier la dérivabilité, calculer la dérivée parce qu'on ne veut pas faire tout ce travail-là, ou on admet la dérivabilité, et on te demandera que ça.
D'accord? C'est vraiment deux choses différentes. Ça, c'est l'application des formules, alors que l'autre, il faut un peu plus réfléchir, où il peut y avoir des études de signes, des choses comme ça. Allez, il nous reste un petit quart d'heure, Je voudrais que on regarde la suite, c'est-à-dire la capacité suivante. Là, maintenant, ça y est, on a nos outils de dérivation, c'est-à-dire nos dérivés, on sait calculer toutes les dérivées. En tout cas, on a toutes les formules pour calculer toutes les dérivées de terminal. Il nous manque une fonction, la fonction logarithme, mais on ne sait pas ce que c'est que cette fonction logarithme, donc on n'en parle pas. Mais par contre, on a toutes les formules générales. Donc regardez la suite, je ne vais pas le projeter, puisque regardez la capacité 2, on va la lire. Léo, à toi. La fonction de dérivée, déterminer les limites et étudier les variations d'une fonction pour faire simplement à partir de fonction de référence. Calculer la fonction dérivée, déterminer les limites, étudier les variations d'une fonction construite simplement à partir de fonctions de référence, par somme, produit, composé, etc. Autrement dit, c'est la capacité d'étude de fonctions avec les limites, calculer la dérivée, les limites et les variations. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà commencé à faire en première, d'utiliser la dérivée pour étudier les variations, et vous savez que ça s'appuie sur un théorème fondamental qui est que sur un intervalle, lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, on peut en déduire que la fonction est décroissante. La dérivée est notre nouvel outil de première pour étudier les variations de fonction, pour savoir déjà sur quel intervalle elle va être croissante, sur quel intervalle elle va être décroissante, rien qu'en étudiant à partir de la formule. On n'oublie pas que ces fonctions, elles permettent de modéliser des phénomènes. On a un phénomène physique, économique, biologique, n'importe quoi. On arrive à trouver x, ça représente une certaine grandeur, le temps, la puissance, le coût, ce qu'on veut. F de x représente une autre grandeur. D'accord? Et on sait quel est le lien entre ces deux grandeurs. Mathématiquement, on a une formule qui s'appelle une fonction. Et on voudrait savoir, quand je fais augmenter ou quand je fais varier cette grandeur-là, qu'est-ce qui se passe pour celle-là? Quand est-ce qu'elle augmente? Quand est-ce qu'elle diminue? En gros, on voudrait avoir une vision de l'évolution de ces deux grandeurs et qui modélise notre phénomène. Pour ça, on a l'outil de la dérivée et on sait qu'il nous suffit d'étudier le signe de la dérivée pour savoir quand est-ce que celle-là elle va être croissante ou décroissante. Alors, on a un problème, on se ramène à un autre problème. Problème des variations, et on se ramène à un problème de signe. Donc on remplace un problème par un autre, mais l'étude de signes est beaucoup plus facile. Parce qu'étudier un signe, on sait le faire avec les tableaux de signes. On a la règle des signes. Quand on a un quotient comme ça, on sait que étudier un signe, c'est pas compliqué. Il suffit de connaître le signe du numérateur, le signe du dénominateur, et puis on pourra en déduire le signe. C'est pour ça que on se ramène à un autre problème, mais c'est un problème plus simple, l'étude de signes, que savoir quand est-ce que c'est croissant. Je vous rappelle que la définition d'une fonction croissante sur un intervalle, c'est pour tout x1, x2 appartenant à l'intervalle, si x1 est inférieur à x2, alors f de x1 est inférieur à f de x2. Ça, c'est la définition d'une fonction strictement croissante sur un intervalle. Et quand on veut étudier, grâce à cette définition, la variation, en fait, il faut prendre ça comme hypothèse et regarder si on arrive à démontrer ça. Ou en tout cas, étudier le signe, souvent, enfin, ça peut étudier le signe, mais travailler sur cette inégalité. Et ça peut être difficile, parce que ça voudrait que je prendrais deux valeurs x1, x2, que j'ordonne comme ça, et j'essaie de reconstruire. Plus la fonction est compliquée, plus démontrer ces choses-là peuvent être compliquées. Alors qu'étudier le signe, on a les tableaux de signes. Donc c'est plus simple. Ça va? Bien. Alors, on va faire un exercice du livre. En fait, si vous regardez la capacité de 2, j'ai rien mis d'autre. Il n'y a pas une seule nouvelle notion de terminale. Je ne vous ai pas remis les théorèmes de première. Donc, on fait que des exemples. Pour cette capacité 2, étudier les variations d'une fonction et il y a aussi les limites. Donc, regardons par exemple le numéro, je crois que c'est 33, page 238. 33, page 238. Ouais, c'est pas... Alors, non, pardon, excusez-moi. 32, 33, 34, page 238. Regardez, c'est la partie où
Là, cette partie-là, c'est toujours ce qu'on appelle en autonomie, parce qu'ils sont corrigés à la fin. Donc ça, c'est des exercices que vous pouvez faire quand vous voulez vous entraîner en plus, parce que vous avez les corrections à la fin. Donc c'est pas cela qu'on va faire, excusez-moi, c'est plutôt le 9, page 229, si je me souviens bien. Ok, on en fait un, voilà, 9, page 229. Et on va choisir une fonction, et on va s'intéresser à faire l'étude de cette fonction. Donc ici, on s'intéresse aux variations. Donc le 8, regardez, c'était étudier les limites. On a un peu déjà fait sur les fonctions composées. On le refera, on aura besoin de le refaire, mais pas maintenant. Alors, par exemple, on pourrait faire... Ok, on va faire le petit a, du 9, page 229. Donc le petit a, on a la fonction, regardez, c'est f de x égale 2x au cube moins 6x plus 1 au cube. Ok. On s'intéresse à... pas au cube, au carré, non. Non, c'est au cube, c'est ça. Et c'est un carré ici. 2x au carré moins 6x plus 1 au cube. Alors, ce sont les variations qui nous intéressent. Mais vous voyez que ces fonctions, déjà, on ne nous a pas donné l'ensemble de définitions. Quand on étudie une fonction, on étudie la fonction sur son ensemble de définitions. Sinon, ça ne veut rien dire. On va donner des variations sur son ensemble de définitions. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de cette fonction quant à son ensemble de définitions? Trouver son ensemble de définitions, c'est trouver les valeurs interdites. Hein. Léo? Non. R étoile, tu sous-entends que 0 est une valeur interdite. Ça veut dire que tu ne peux pas calculer f de 0. Tu ne peux pas calculer f de 0? Ça fait 2 fois 0, moins 6 fois 0, plus 1 au cube, ça fait 1 au cube, ça fait 1. Donc 0 a bien une image, donc 0 n'est pas une valeur interdite. Oui? Il n'y a pas de valeur interdite. Il n'y a pas de quotient. Il n'y a pas de racine carrée. Vous connaissez d'autres problèmes qui peuvent exister à part des problèmes de quotient et de racine carrée? Pour l'instant, non. Quand on aura la fonction logarithme, il y aura des nouveaux problèmes. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. Pour l'instant, vous, les seuls problèmes d'existence, à chaque fois, c'est toujours quand il y a un quotient avec un déviateur qui pourrait s'annuler, ou une racine carrée avec ce qui est sous la racine qui doit être positif. Mais là, c'est tout. Tout ça, ça existe pour n'importe quelle valeur de x. C'est défini sur R. Est-ce que c'est dérivable sur R? Ça, c'est une composée. C'est une puissance. Mais une puissance, ça peut être vu comme une composée. D'accord? Mais c'est vrai que c'est u puissance n. Celle-là, on l'avait déjà vu l'année dernière, la dérivée de u puissance n. À quelles conditions une fonction u puissance n est dérivable? Il suffit que u soit dérivable. U, c'est une fonction polynôme du second degré, elle est dérivable partout. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette fonction? Elle est dérivable sur R comme puissance de fonction dérivable sur R ou comme quotient, comme composé de fonction dérivable sur R. D'accord? Donc là, vous pouvez écrire f est dérivable, même si ce n'est pas demandé, hein, avant de dériver, on va dire qu'on peut le dériver partout. Et si elle est dérivable sur R, c'est obligatoirement, elle est définie sur R. Hein. F est dérivable sur R comme puissance ou composé, à vous de voir, mais on peut dire comme puissance positive, hein, parce que si c'était un puissance moins 3, ça poserait problème, parce qu'en fait, ce serait un dénominateur. Hein, s'il y avait puissance moins 3, ça voudrait dire 1 sur ça à la puissance 3. Donc là, il y aurait un problème. Comme puissance positive d'une fonction dérivable sur R. Ok. Et donc, quel que soit x appartenant à grand R, que vaut f' de x? Ah ben là, il faut dériver. Et si on a dit que c'était une puissance, eh ben, il faut savoir dériver u puissance n. Qui me rappelle la dérivée de u puissance n, sans lire dans son cours? Vas-y, Andrea. C'est n fois u puissance n-1. Et non, ça c'est la dérivée de x puissance n, qui vaut n fois x puissance n-1. Mais u puissance n, il y a autre chose en plus. Il y a un petit u'
fois u puissance n moins 1. C'est normal parce qu'une puissance est une composée. Et vous avez vu dans la formule générale de la composée, on a dit tout à l'heure, il y a toujours un u' qui traîne. U puissance n, c'est la composée de la fonction u et de la fonction x puissance n. Donc ça peut être vu comme une composée, donc il y a un u' qui traîne quelque part. Et il est là. C'est important là de voir qu'il y a une petite différence entre les deux. Juste une chose là, est-ce que vous êtes d'accord que cette fonction x puissance n, c'est un cas particulier de u puissance n? C'est lorsque la fonction u c'est x. Quand ça, u là c'est u de x, hein, c'est une petite fonction. Bah, si cette fonction c'est la fonction u de x égale x, on est bien d'accord que ça c'est un cas particulier. Si c'est un cas particulier, ça veut dire qu'on devrait pouvoir appliquer cette formule pour ce cas-là. Ah, mais ça veut dire que bah, quelque part là-dedans, il doit y avoir le u'. Mais si la fonction u c'est x, c'est quoi sa dérivée? C'est quoi la dérivée de x? C'est 1. Donc c'est pas faux d'écrire ça. Il est là notre u' de la formule générale, si vous voulez, dans cette formule-là. C'est bon? Ok. Bien. Alors, allons-y. Ben voilà, on a notre formule générale, on l'applique. Donc, vas-y, termine Andrea. 2x moins 6, non. La dérivée de 2x carré moins 6 plus 1, pas 2x moins 6. Oui. 4x moins 6, parce que c'est 2 fois 2x, ok. Donc 4x moins 6, multiplié par... Exact. N fois u' fois u puissance n moins 1. Ok. Quand on est là, surtout, on ne développe pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va nous intéresser dans cette dérivée? Son signe. Et là, on a une forme factorisée, c'est parfait, on sait bien étudier le signe forme factorisée. Donc, il faut qu'on fasse un tableau de signes de la dérivée. Rappelez-vous. Ça va pas être très dur. On fait petit x, on se met entre moins l'infini et plus l'infini. On peut mettre, même s'il n'est pas super utile ici, mais on le met quand même, le signe de 3, c'est un des facteurs, le signe de 4x moins 6, et le signe de 2x carré moins 6x plus 1 au carré. Et on aura le signe de f' de x. Alors c'est pas parce que c'est pas très dur, parce qu'on a le temps de factoriser, que ça veut dire qu'il n'y a pas un peu de travail à faire. On a besoin, quelle est la première chose qu'on fait? On place tous les zéros. C'est-à-dire toutes les valeurs de x qui annulent chacun des facteurs. Le facteur 3, ça s'annule jamais. 4x moins 6, ben on peut regarder, soit on fait moins b sur a comme je vous l'ai dit, soit vous résolvez votre petite équation directement. Ça se fait de tête. Hein. Ça c'est équivalent à 4x égale 6, qui est équivalent à x égale 6 quarts, c'est-à-dire x égale 3 demi. Vous ne placez pas votre valeur 3 demi encore. Pourquoi? Parce que vous savez que, suivant si on va la placer à droite ou à gauche, ça va dépendre aussi des autres valeurs qui annulent les autres facteurs. Quand est-ce que 2x carré moins 6x plus 1 au carré est égal à 0? Eh oui, parce que, ok, c'est un carré, il est toujours positif, mais on n'a pas dit qu'il était toujours strictement positif. Donc on a besoin de savoir quand est-ce que ça vaut 0. Alors quand est-ce que le carré d'un nombre est égal à 0? Unique. C'est équivalent à ce que le nombre, c'est-à-dire 2x carré moins 6x plus 1, soit égal à 0. Et on obtient une petite équation du second degré. Ah, équation du second degré, bah là pour résoudre, qu'est-ce qu'on fait? On cherche les racines de la fonction polynôme du second degré. Donc on écrit ce que c'est que A, B et C. Ça va sonner là, je ne sais pas si on va avoir le temps de terminer. 2, moins 6 et 1. On calcule le delta. B carré moins 4AC, ça nous fait moins 6 au carré moins 4 fois 2 fois 1. 36 moins 8, ça nous fait 28. C'est strictement positif. Donc il y a deux racines. X1 qui vaut moins B
moins racine carrée de delta sur 2a. Racine de 28, 28 c'est du 4 fois 7, donc c'est du 2 racine de 7. Donc ça va nous donner après simplification 3 moins racine de 7 sur 2. Et x2, je vais un peu vite parce que ça va sonner, 3 plus racine de 7 sur 2. Ces nombres-là, on peut les placer maintenant, c'est les valeurs qui annulent ça. Donc vous aurez du 3 moins racine de 7 sur 2. Ici vous avez 3 demi, et ici vous avez 3 plus racine de 7 sur 2. On tire les traits, on place les zéros. 0 ici. Comme c'est un produit, la dérivée, on place nos 3 zéros. Et il n'y a plus qu'à placer les signes. On termine juste les signes. Plus. Fonction affine qui monte, moins, plus. C'est un polynôme de degré 2, très bien, mais on s'en fiche puisque c'est un carré, donc on sait que c'est positif partout, c'est juste que ça s'annule en deux valeurs. On fait la règle des signes. Et on obtient notre table de signes de notre fonction dérivée. On veut les variations. La fonction, je termine parce que sinon demain, on ne va pas reprendre ça juste pour une ligne. On en reparlera, hein, d'accord, de ces... de toute façon, on va le faire plein de fois. Ok, donc 0, 0, 0, et on a dit que c'était plus. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Cette fonction f, elle est dérivée strictement négative, elle s'annule, est strictement négative. Alors on en reparlera de tout ça, mais pour l'instant, on sait que la fonction, on peut dire que sur cet intervalle, elle est strictement décroissante. Même si elle s'annule en une valeur, la dérivée, c'est pas pour ça que la fonction va être constante. Et elle va être strictement croissante ensuite. Elle obtient donc un minimum qui est f de 3 demi, qui est comme ça. On verra ce qui se passe graphiquement quand vous avez un truc comme ça, c'est-à-dire strictement négatif, ça s'annule, strictement négatif. Qu'est-ce que ça raconte pour le graphique? Pour l'instant, voilà. C'est bon? Ouais. Bon, vous avez bien travaillé. On fait un exercice pour demain, c'est donc le numéro, je vous ai dit, 53. Donc pour... Hop. Je l'ai déjà marqué sur Pronote, hein, de toute façon. Donc pour jeudi, vous me faites le numéro 53, page 240. Le 53, c'est pas encore des études de fonction, hein, de variation, c'est uniquement 3 études de dérivabilité et 3 dérivés à faire. Allez, bon après-midi et pas demain.